Alors, nous allons reprendre avec des témoignages de plusieurs de nos anciens. Je vais commencer par vous présenter Madame Chantal Baudron de la promo 1967, qui était donc... 1987. Vous êtes donc vous avez créé en 1980 le cabinet très réputé en recrutement Chantal Baudron. Vous êtes aussi business angel. Vous avez investi à ce jour dans 78 startups, plutôt des petits tickets. Vous nous en parlerez certainement. Vous êtes aussi la première femme business angel en France. Vous êtes présidente du Cercle, think tank que vous avez créé, qui regroupe des conseils en recrutement. Vous êtes par ailleurs administratrice de la fondation de l'ARC, la seule fondation française entièrement dédiée à la recherche sur le cancer. Vous êtes aussi vice-présidente de la truffe Les Périgourdins de Paris, chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre du Mérite. Et enfin, vous avez l'originalité d'avoir une fleur à votre nom. Bienvenue. Oui, vous pouvez applaudir. Nous avons aussi Caroline Delannoy. Alors, la promo, je peux la dire, parce qu'elle est un peu plus proche de promo 2005. Vous êtes psychologue et coach certifié à HEC pour les exécutifs et les organisations. Vous êtes passionné par la construction des réseaux collaboratifs. Après une dizaine d'années dans le champ médical et de la clinique, vous conseillez actuellement dans le domaine de la e-santé et de la e-psycho. Vous êtes devenu membre du comité médical d'une grande entreprise de santé, de e-santé, dont le nom commence par Docto. Voilà, on ne dira pas la suite. Vous êtes responsable de la plateforme aussi WePsy pour les alumni, créée par des anciens de l'EPP. Vous êtes aussi formé à accompagner les personnes et les collectifs dans leurs objectifs de performance et d'épanouissement. Dans ce cadre, vous avez rejoint une start-up spécialisée dans les neurosciences OpenMind, cofondée avec un autre ancien de l'EPP, Nicolas Bassan. Enfin, vous êtes responsable de l'animation scientifique des psychologues et coachs utilisant leur neurotechnologie. Bienvenue, Caroline. Mathieu Fouché, alors promo 2014, promo Socrate. Vous dirigez une association que vous avez fondée en 2017 avec une ancienne enseignante de l'EPP, le MacLab, c'est son nom, qui facilite la mise en action solidaire et l'engagement citoyen en s'appuyant sur les connaissances et les outils de la psychologie. En parallèle, vous avez eu la responsabilité du service des stages du campus de Lyon. Vous étiez aussi chargé d'enseignement. Et depuis novembre 2020, vous coordonnez l'antenne Vietnam de l'EPP, antenne créée en 1997 par Jean-François Fanchon, qui doit être là, basée à Ho Chi Minh Ville. D'ailleurs, vous avez été volontaire en 2015 et 2016 au sein de cette antenne. Bienvenue, Mathieu. Alors, Adrien Vidalinck, qui est donc, lui, pas encore psychologue, puisqu'il il va rentrer en 5e année si le jury de fin d'année le permet. Vous êtes étudiant donc sur le campus de Paris. Vous êtes actuellement en césure entre la 4e et la 5e année. Donc, je raconte n'importe quoi parce que du coup, c'est sûr que vous arriverez en 5e année. Vous avez choisi la spécialisation psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, public auprès duquel vous effectuez votre mémoire et domaine dans lequel vous souhaitez travailler quand vous serez diplômé. Au cours de votre cursus, vous êtes investi dans de nombreuses associations de l'EPP, notamment le BDE Emergency en tant que responsable de la communication et des partenariats, au sein de Psynsight comme responsable commercial, puis comme président de notre junior entreprise, mais aussi au sein de l'EPPro, vous étiez responsable du pôle Synepsie. Vous avez également été délégué en 1e et 4e année. Bienvenue, Adrien. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais poser un certain nombre de questions et puis chacun pourra rebondir sur cette même question. La première, je vous l'adresse à vous, Madame Baudron. C'est d'abord que vous présentiez un peu rapidement les grandes étapes de votre parcours et puis nous dire ce que représente pour vous le fait d'être psychologue dans votre vie professionnelle. Alors, peut-être que... Alors, quand j'étais à Psychoprate, j'ai fait beaucoup de stages pour essayer de voir quel était le débouché qui me plaisait le mieux. Donc, en clinique, bien sûr, c'était obligatoire, mais dans ce qu'on appelait à l'époque des cabinets d'études, en particulier études de motivation,
où on aimait beaucoup les psychologues, et enfin dans des cabinets de conseil en recrutement. Et assez vite, j'ai pensé que le recrutement était fait pour moi, plutôt que j'étais fait, moi, pour le recrutement. Et donc c'est la voie que j'ai choisie. J'ai répondu à une petite annonce dans le Figaro d'un cabinet qui était important à l'époque, qui s'appelait Bernard Krief, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été l'un des leaders. Et donc je suis entrée comme consultante. Et à cette époque-là, le métier était plutôt un métier de sélection. C'est-à-dire qu'on passait des petites annonces, on recevait des curriculum vitae et on évaluait les personnes. L'accent était mis sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les soft skills. Et pour ce faire, c'était une tradition, on faisait passer des tests. Et donc le fait d'être psychologue était un véritable avantage et beaucoup de consultants de cette époque-là avaient cette formation. Les choses ont bien changé parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup dans ces cabinets parce que le métier a beaucoup changé. Voilà. 6 ans plus tard, je dirigeais l'activité recrutement de Bernard Krief. Et 4 ans plus tard, alors j'ai fait mes premières armes de manager à ce poste-là, bien sûr. Et 4 ans plus tard, je créais Chantal Baudron SAS. Pourquoi ? Pour faire le métier à ma façon, c'est tel que je souhaitais l'incarner. Mais, je le précise parce que j'en suis fière, j'ai quitté mon employeur qui m'avait formée en étant extrêmement reconnaissante de ce qu'il m'avait apporté. Et de ce fait, je suis partie sans dossier, sans consultant, sans client. Donc j'ai vraiment démarré from crash, mais je suis assez fière de cela, même si on a un peu une impression de vide quand on a dirigé le plus grand cabinet, qu'on arrive dans un bureau et qu'on n'a pas de clients, mais bon, ça s'est très bien passé. Mon cabinet a connu une croissance douce, et je dirais comme commentaire qu'il a fallu s'adapter aux grands changements qui sont intervenus, parce que la sélection est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse de tête, même si je déteste ce mot, que je trouve très réducteur, et je préfère la belle appellation de conseil en recrutement, parce que dans ce métier, ce qui est intéressant, c'est justement la notion de conseil. Et je pourrais dire, justement, pour traduire un peu ces évolutions, que je paraphraserai le prince Salina dans Le Guépard de Tommaso de Lampedusa, qui dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et c'était un peu pareil dans notre métier. Ça veut dire qu'il a fallu s'adapter aux grands changements, dont un récent qui a quand même beaucoup bouleversé la donne, qui est par exemple LinkedIn. Donc nos méthodes, nos outils, notre process, tout a changé, mais nos convictions, nos valeurs sont restées les mêmes. C'est pour ça que je paraphrase cette phrase. Alors, ces valeurs, c'est quoi ? C'est dire ce que l'on fait, qui est une valeur de transparence, et faire ce que l'on dit, qui est une valeur de fiabilité. Et tout ceci dans le respect des personnes que l'on rencontre, qui sont soit des clients, soit des candidats. Alors, dans ce métier qui a beaucoup évolué, j'ai souhaité, et ça je le dois justement à ma formation de psychologue et donc à Psychoprate, j'ai souhaité mettre l'accent dans le process de recrutement sur toute la partie justement assessment, évaluation, ce qui n'était pas si fréquent que ça chez les confrères. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills a une part importante dans notre process d'évaluation. Et moi, je considère, et ça, donc, je le dois à ma formation, je répète, que c'est la véritable valeur ajoutée de mon cabinet, parce que c'est ce qui permet beaucoup d'éviter le risque d'échec. Alors, vous y avez fait allusion, en parallèle à cette activité de conseil en recrutement, je suis devenue, il y a quelques années, business angel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais quelques économies, après tant de décennies de travail, et je me suis dit qu'ayant l'occasion de fréquenter des jeunes entrepreneurs, j'ai pensé que mes économies seraient mieux utilisées à financer ces jeunes pousses plutôt qu'à les faire gérer dans des portefeuilles boursiers. Alors, j'investis des sommes modestes, mais comme vous l'avez dit, nombreuses, puisque je crois effectivement aujourd'hui avoir 78 participations, ce qui fait de moi la première femme business angel en France.
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un titre de gloire, mais en tout cas, c'est la réalité. Ce qui me vaut ce qu'on appelle un grand deal flow. Ça veut dire que je reçois des demandes de financement par tous les moyens, mail, LinkedIn, SMS, etc. Voilà. Et financer l'école. Alors, je tiens à préciser que nos étudiants justement de la filière RH sont formés à la fois au SOSI et au MBTI. Donc, non, au Golden en l'occurrence, pardon. Mais ils ont tous, du coup, ces formations-là. Il n'est pas compris la question. Ah. Caroline, peut-être que vous pouvez de la même manière nous dire. J'ai pas compris. Excusez-moi, je n'entends pas. Non, c'était pas une question. Le micro n'est pas excellente qualité. Oui. Vous voulez me demander quoi? Non, je voulais rien vous demander. Rien. Oh, alors tout va bien. Je voulais parler à madame et justement qu'elle nous parle un peu de elle, son parcours et en quoi le fait des psychologues avait été important pour elle. Ça fonctionne bien, parfait. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous dites, Chantal, pour moi, je pense qu'un des plus beaux domaines où il est bon d'investir, c'est la psychologie. Et puis l'écologie aussi, on en parlait tout à l'heure dans l'auditorium tout à l'heure RH. Donc quelques mots sur mon parcours. Finalement, il a été long et assez diversifié, et je pense aussi à l'image de Psychoprate. Donc quand je suis entrée à Psychoprate, j'avais vraiment cette ambivalence entre m'épanouir professionnellement dans le monde de l'entreprise et où pouvoir entrer un petit peu plus précisément dans la compréhension du fonctionnement humain et de pouvoir contribuer au champ de la santé. Et j'ai choisi de commencer d'abord par le domaine de la santé et de la médecine, où j'ai travaillé une dizaine d'années à l'hôpital général dans une équipe transversale, en fait, pour pouvoir accompagner les équipes thérapeutiques, médecins et infirmières, et les patients et leurs proches, en fait, dans ce qu'ils vivaient au quotidien, et puis d'un niveau beaucoup plus haut, de pouvoir aider à la réorganisation de ces soins et permettre une continuité des soins intéressante, en fait, pour le bénéfice de tous. Et ensuite, j'ai transposé ces compétences-là, en fait, pour aller vers le domaine du coaching professionnel, du développement professionnel, et de pouvoir intervenir en organisation plus largement. Ce qui m'amène aujourd'hui à travailler dans une belle équipe qui travaille dans les neurosciences, où après quelques années en R&D, ils ont développé une approche des neurotechnologies pour pouvoir aider les personnes à se déployer, en fait, au mieux d'elles-mêmes, et pouvoir aussi combattre peu à peu les méconnaissances que l'on a au niveau, en fait, de la compréhension des professionnels, des personnes, et diffuser bien les bons savoirs sur les soft skills et comment les déployer en entreprise. Mathieu, même question. Bonsoir. De mon côté, mon parcours, pour reprendre rapidement ce qui s'est passé pendant le PP, j'ai commencé mes stages en effet beaucoup dans le parcours clinique, et aussi sur le domaine de l'humanitaire ou de la migration qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à l'étranger pendant mes études. Et puis quand j'ai été diplômé, je suis allé travailler dans un de mes anciens stages justement sur ces questions de santé mentale, précarité, migration, pour voir comment on pouvait aider les professionnels. C'est-à-dire que je travaille, et mon parcours est beaucoup teinté de liens avec les professionnels du soin, du travail social, directement, sans forcément de travail directement avec le public, en tout cas pour la majorité de mon parcours. Et donc on réfléchissait à ce que ça fait de travailler avec des personnes très précaires, comment on peut les aider au mieux, qu'est-ce que ça fait de travailler avec des personnes qui viennent de l'étranger, dans des conditions difficiles, comment on peut aider les professionnels à faire ça de la meilleure des manières et être les plus soutenants possible. Une fois que j'ai fini cette première expérience, j'ai eu la chance d'être donc volontaire pour l'antenne Vietnam de l'EPP pendant 1 an. Donc je suis parti à Ho Chi Minh Ville dans une pratique pour le coup très clinique et aussi très liée à la formation, au développement des compétences des professionnels vietnamiens, mais aussi beaucoup et surtout dans la rencontre avec les professionnels vietnamiens, l'apprentissage mutuel. Et puis
un apprentissage auprès des patients, enfin un apprentissage avec notre binôme, pardon, excusez-moi. Donc voilà, 1 an d'expérience, d'approfondissement d'expérience, tout en essayant d'apporter au maximum sa pierre à l'édifice. Et puis en rentrant du Vietnam, je pense toujours très travaillé par cette question de l'utilité, de comment être utile au maximum, comment utiliser mes compétences de psychologue de manière peut-être créative ou différente. En effet, j'ai créé l'association MacLab qui, en très résumé, fait le constat que se sentir utile, ça nous fait du bien, en général, et que c'est pas si facile de se mettre en action pour les autres. On a du mal à savoir comment faire, comment aider les autres, etc. Et que c'est particulièrement le cas des personnes vulnérables, des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, mais à qui on donne peu l'opportunité de se mettre en action. Et donc on a créé une manière d'agir un peu différente du bénévolat, plus accessible, plus facile, où les gens créent des petits projets solidaires, et surtout une méthode d'accompagnement étape par étape où le professionnel, le travailleur social qui va animer des ateliers à partir de notre méthode va pouvoir guider la personne dans son parcours d'insertion pour qu'elle imagine son projet solidaire et que par l'intermédiaire de son projet, elle se remobilise, elle retrouve plus d'énergie. Donc toute cette activité m'occupe depuis maintenant, donc depuis 2017, en étant en parallèle toujours très en lien avec le PP, au service des stages à Lyon. Je me suis souvenu quand j'ai pris mes fonctions au service des stages que j'avais été très râleur en tant qu'étudiant et donc que le challenge était particulièrement difficile, mais en même temps que je savais ce sur quoi je me plaignais, donc peut-être que je pouvais essayer d'aider sur certaines questions. Donc quelques années au service des stages en parallèle, quelques cours beaucoup sur la question de justement un peu la profession de psychologue, comment se positionner en tant que psychologue. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles, je suis reparti au Vietnam, toujours en dirigeant l'association à distance. Et puis à ce moment-là, j'ai pris un peu plus de responsabilité dans l'antenne Vietnam, dans la coordination pour accompagner les volontaires, les étudiants, essayer de développer le plus d'opportunités possibles pour les étudiants. Alors je suis arrivé en novembre 2020, donc les opportunités étaient un peu en encéphalogramme plat à ce moment-là. Les frontières étaient bien fermées, mais on y travaille et les choses vont se développer au fur et à mesure. Voilà un peu pour le parcours. Et puis concernant peut-être la profession de psychologue, je crois que l'une des choses qui m'intéresse, comme je disais un peu, c'est comment on peut être psychologue et avoir un impact, ou en tout cas une activité sociétale, avoir une activité qui puisse servir le plus grand nombre de personnes, comment nos compétences et nos connaissances de psychologue peuvent être diffusées à une plus grande échelle encore. Et donc c'est ce qui m'intéresse à la fois par le travail dans une école de psychologie, parce que c'est évidemment faire émerger des nouveaux collègues prometteurs, etc. Et puis via l'association, utiliser des compétences de psychologie et les diffuser pour que ensuite d'autres professionnels puissent saisir d'outils pratiques et avoir un impact même sur les personnes qu'ils accompagnent. Voilà, c'est ce qui me porte moi dans mon activité. Alors Adrien, votre vie professionnelle est quand même devant vous, mais peut-être que vous pouvez nous parler des stages que vous avez effectués, et surtout, maintenant, de quoi vous avez envie pour le futur. Oui, moi, mon expérience professionnelle est un peu moins riche, je suis encore étudiant, mais oui, j'ai fait plusieurs stages du coup, grâce au format de l'école qui le permet. Donc dès la 3e année, mon premier stage, ça a été au service clinique des ECPA par Pearson, donc cette mise en lien qui s'est faite par une enseignante que j'avais en 2e année et que je trouvais passionnante dans sa pratique. Et donc je suis allé voir en lui demandant mais qu'est-ce que vous faites à côté, voilà, cette mise en pratique-là de votre savoir sur le bilan psychologique, comment elle se met en place. Et donc j'ai été pris dans son service dont elle est manager par une ancienne élève. La maître de stage a été une ancienne élève de l'école aussi. Donc dès mon début, j'ai bien vu l'utilité de cet aspect interconnecté de l'école, le fait de faire des rencontres qui touchent aux professionnels, enfin, le fait d'avoir des conséquences positives au fait de faire des rencontres dans cette école. Donc ce premier stage m'a confirmé mon intérêt pour le bilan psychologique de l'enfant, et donc c'est un domaine où, pour répondre à votre deuxième question, qui m'intéresse toujours, et je me vois travailler auprès d'enfants plus tard. Donc après, en 4e année, j'ai fait un stage en hospitalisation à domicile au sein de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon. Et donc c'était
différents. Et donc c'était mon premier stage déjà en institution clinique, mais aussi directement auprès des patients, d'avoir des suivis auprès des patients, parce que mon stage précédent, c'était donc répondre aux questions des professionnels de santé sur l'usage des tests. Donc c'était important quand même pour un futur psychologue de voir des patients. Et cette année, donc pendant mon année de césure, je me suis exilé en Corrèze pour y vivre déjà, parce que c'est déjà une expérience, mais pour ensuite y réaliser un stage en CESA-DITEP, donc auprès d'un public enfant-adolescent troubles du comportement. Parce que voilà, moi c'est un public, déjà c'est enfin le public enfant-adolescent auquel je veux travailler plus tard, donc c'est important de voir ça en expérience de stage. Mais c'est aussi un public auquel j'avais pu toucher dans mes expériences annexes, parce qu'à côté de ça, moi, comme petit job, j'étais animateur l'été, notamment auprès d'enfants porteurs de handicap ou de troubles divers, et donc j'avais pu m'intéresser à cette clinique, et je m'étais dit, c'est bien en tant qu'animateur, mais j'aimerais voir ça en tant que psychologue, c'est quand même pas la même chose. Et donc, voilà, j'ai pu effectuer ça en Corrèze cette année. Et donc, par rapport à ma pratique future, on en parlera encore plus en détail après, mais disons que c'est les différents éléments de rencontre dans cette école qui m'ont permis de construire des projets professionnels qui sont vraiment divers. Et je pense que, je crois qu'on le réabordera après, mais si j'avais pas été dans cette école, j'aurais pas pu me construire une idée de ma carrière à venir qui soit autant à cheval entre plusieurs domaines, que ce soit l'entreprise, que ce soit la psychologie de l'enfant, qui sont pourtant des domaines qui ne semblent pas possibles de connecter à la base, mais en tout cas on peut avoir des parcours qui sont diversifiés, et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes ici, bien plus que moi parce que je suis encore étudiant, mais donc cette richesse des parcours que j'entends là encore, mais que j'ai découvert au fur et à mesure de très nombreux témoignages d'anciens dans l'école, m'ont donné envie de construire quelque chose un peu interconnecté, donc auprès de la psychologie de l'enfant, mais aussi auprès de différents engagements dont on pourra discuter après et que j'ai pu construire. Alors, Madame Baudron, si vous deviez, par rapport à vos années EPP, qu'est-ce qui vous a marqué sur cette formation de psychologue, mais qu'est-ce que vous retenez de vos années? Alors, je pensais que vous faisiez référence aussi peut-être aux activités extra-professionnelles, de bénévolat, etc. C'était votre deuxième question. Ça, c'est si vous voulez. C'était pour vous seulement. J'ai cru que je devais y répondre aussi. Mais je dis quand même un mot, parce que je trouve que dans la vie, il y a un temps pour recevoir et un temps pour donner. Et moi, je considère que je suis dans ce temps où on doit donner. C'est la raison pour laquelle vous y avez fait référence. J'ai accepté des mandats d'administrateur à la Fondation ARC, la recherche pour le cancer. Je termine mon 3e mandat et je me suis beaucoup impliquée dans les comités de gouvernance et le comité des ressources. Je continue avec votre permission. J'ai également créé, il y a maintenant une vingtaine d'années, un think tank regroupant des professionnels de mon métier. Et c'est un lieu où l'on réfléchit ensemble à notre avenir, ou à l'évolution de notre métier. Et j'aime beaucoup ce concept qui consiste à dire progressons ensemble. Nous sommes d'abord des confrères avant d'être des concurrents. Voilà, donc voilà ce témoignage. Ensuite, vous l'avez dit, je suis vice-présidente de la Truffe, les Périgourdins de Paris, mais ça paraît un peu ludique, mais c'est plus sérieux que ça, puisque nous œuvrons pour promouvoir l'économie du territoire, à savoir le Périgord, en faisant en sorte que le Périgord ne soit pas seulement une terre de tourisme et de gastronomie, mais aussi une terre d'accueil pour les start-up et aussi pour les activités manufacturières. Voilà. Et pour clôturer un peu ce tableau à la Prévert, je suis aussi jardinière, ayant réhabilité une propriété en Périgord et recréé des jardins, et ce qui m'a valu effectivement d'avoir une rose à mon nom, distinction que je trouve superbe.
Voilà, pardonnez-moi de répondre à une question qui ne m'était pas posée. Mais en fait, c'était dans la continuité de la première question. J'avais mal lu votre papier. Alors, comment les années EPP ont influencé cette réussite professionnelle? Je l'ai dit en partie, puisque j'ai dit combien dans mon activité de conseil en recrutement, j'ai accordé de l'importance à la découverte de la personnalité et de la motivation. Je pense que si je n'avais pas été psychologue, je n'aurais peut-être pas eu cette démarche. De la même manière, dans mon métier de business angel, beaucoup de journalistes me disent « Quelle est votre thèse d'investissement ?» C'est le mot qui est à la mode. Je n'ai pas de thèse d'investissement. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité des entrepreneurs. Et c'est mon critère premier. Et je crois que ça découle un peu de la même chose, c'est-à-dire l'intérêt accordé à l'homme, à la femme, voilà, dans le process. Voilà. Caroline, de la même manière, comment ces années EPP vous ont marqué? Qu'est-ce que vous retenez de vos années EPP? Ce que je retiens des années EPP, c'est au-delà, vraiment de la richesse en fait des enseignements reçus et de la transmission que les professeurs ont eue avec nous tous dans un cadre à échelle humaine. On pouvait vraiment interagir, poser nos questions après, se revoir dans la cour, donc pour pouvoir rendre ces connaissances réelles, leur donner du corps, de la réalité, comprendre les conséquences sur le domaine professionnel. C'est donc au-delà de ça, c'est vraiment ce que l'EPP, je trouve, a une recette unique en fait d'avoir pu créer une dynamique relationnelle dans un écosystème et cette ouverture, la possibilité de pouvoir croiser nos regards, ne pas le prendre directement, entendre le point de vue des uns et des autres, de confronter les approches, tout ça en fait m'ont beaucoup nourri et me permettent aujourd'hui de pouvoir évoluer jour après jour. Mathieu? Je suis complètement d'accord. J'avais noté deux choses. Je m'étais dit la communauté des étudiants et la diversité et la capacité à se parler dans cette diversité. Donc ça me parle beaucoup. Peut-être un point aussi que je garde, c'est que j'ai fait une formation clinique, psychopatho, etc. Et en fait, cette base qui est le cœur du métier de psychologue tel qu'on peut se l'imaginer pour la plupart des professionnels, me nourrit, même si aujourd'hui je ne fais pas de clinique énormément, et me positionne vraiment. Je sens que mon positionnement professionnel est probablement différent d'autres collègues qui pourraient avoir d'autres professions, et je pense que cette richesse et cette importance marquée à la pratique clinique, à l'attention aux patients, et dans la diversité des approches possibles, me permet aujourd'hui d'être à l'aise dans différents contextes, de proposer des choses différentes dans mes contextes d'activité aujourd'hui qui sont plus éloignés de la clinique, mais toujours avec cette attention à l'objectif de faciliter d'une certaine manière l'autonomie de la personne par elle-même en quelque sorte, et accompagner la personne à aller mieux par elle-même, quoi. Et donc ici on peut l'appliquer de plein de manières différentes, au-delà de uniquement la psychothérapie, et je trouve que l'EPP, par ses professionnels qui nous forment, ces praticiens qui nous forment, et comme je le disais, le fait de sentir que je me souviens que 2 ou 3 de mes stages m'ont été offerts, proposés par des anciens diplômés, et à quel point quand on va frapper aux portes, les portes s'ouvrent, quoi. Et donc l'ouverture de plein de manières différentes. Et vous, Adrien, comment ces années vous marquent, ou vous ont déjà marqué? D'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que vous retenez de vos années EPP par rapport à ceux qui ne vont pas à l'EPP pour devenir psychologue? Je retiens beaucoup de choses, mais je crois qu'après on parle des associations, donc je ne vais pas l'aborder maintenant. Non, mais moi je ne peux pas répondre par rapport à ma carrière parce que je n'en ai pas, mais pour la manière dont je la prévois et dont je l'imagine, il y a quand même plusieurs choses qui sont spécifiques à l'EPP qui m'impactent. Parce que évidemment qu'on a une qualité d'enseignement incroyable, mais j'aurais pas la prétention de dire que ce n'est propre qu'à l'EPP. Mais par contre, pour ce qui est propre à l'EPP et qui impacte ma future pratique, il y a plusieurs éléments. Je parlais déjà de vouloir travailler auprès d'enfants.
Et donc c'est quand même toute clinique de psychothérapeute est très vivante, mais encore plus je trouve auprès d'enfants, et il y a cette idée d'être vraiment dans l'interaction. Et on a dans cette école une grande qualité des enseignements vraiment sur la pratique, c'est un peu dans le titre de l'école en même temps, mais il y a cet aspect-là de faire des mises en situation, des jeux de rôle de manière très régulière pendant plusieurs années, qui nous rendent ça, plus le fait qu'on fasse un grand nombre de stages, ça nous rend, je pense, moins démunis face ensuite à la clinique praticienne. Donc voilà. Et après, d'autres aspects propres à l'école, il y a que moi, je suis quelqu'un qui a envie de monter quelques projets divers et variés, et que ça, c'est permis et facilité tout de même par les rencontres spécifiques à cette école. Moi, avec un ami, on a déjà commencé à lancer une activité d'atelier de prévention sur des thématiques cliniques. Ça m'a été aidé à construire et inspiré par une ancienne élève, je crois diplômée en 2010, et notre premier client, ça a été vous. Donc, c'est des choses qui sont quand même propres à cette école, cette dynamique-là d'interconnexion. Et ensuite, je crois qu'on en parle un petit peu après, mais cette autre interconnexion entre la sphère entreprise et la sphère clinique est aussi propre à cette école tout de même. Et ça plaît pas à tout le monde, hein. Ceux qui veulent être uniquement dans la clinique trouvent des fois qu'on en a un peu trop de l'entreprise, mais en tout cas, moi c'était plutôt l'inverse. J'avais un déchirement à devoir choisir la spécialisation, et il y a quand même une manière de pratiquer qui est proche des deux, et il est, je trouve, en tout cas pour moi, très riche d'avoir reçu cette double casquette d'enseignement. Si vous voulez revenir en RH, c'est pas trop tard, hein. Sur un ton plus léger, est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote ou un souvenir avouable ou inavouable? Je vais vous parler de deux. Le premier est un peu anecdotique, mais je vais vous raconter comment j'ai connu l'école. Je suis dans ces années-là, 64, à Sarlat, étudiante scolarisée dans un établissement qui s'appelle Sainte-Claire, et je ne sais pas trop quoi faire après la terminale. Un de mes professeur d'histoire, qui s'appelle l'abbé Jean Gratadou, me dit « Mais vous savez, il y a à Paris une école formidable. » Alors, moi, je disais psychoprate. J'entends que vous dites tous EPP. Il faut dire EPP maintenant ? Il y a un débat au niveau de la com sur quel nom utiliser. Et alors, ce père Jean Gratadou était un ami de séminaire, je crois, ils étaient tous les deux de Clermont-Ferrand, de l'abbé Jean Besson. Et il me dit, écoutez, ça vous irait bien. À l'époque, j'avais des bonnes notes en philosophie, ce qui n'a rien à voir avec la psychologie. Enfin, il assimilait et il me dit, ça vous irait bien. Donc, je vais à Paris, grand déplacement, rencontrer l'abbé Jean Besson et mademoiselle Fanchon. Voilà. Donc, ils m'ont dit, pas de problème, mais comme vous êtes toute jeunette, vous allez faire d'abord une année de propédeutique. À l'époque, ça s'appelait propédeutique, c'était la première année de la fac, et après, vous passerez le concours. Donc, voilà comment je suis arrivée à Psychoprate. C'est par des chemins un peu détournés, par cette amitié de Jean Besson et de l'abbé Jean Gratadou. Voilà. Alors, plus sérieusement, quand j'étais à l'école, le statut de psychologue n'était pas reconnu. Ni même d'ailleurs le diplôme de l'école non plus reconnu. Alors il y avait en ces années-là beaucoup de réunions pour juste définir le statut de psychologue. Donc au nom de l'école, j'ai beaucoup œuvré, enfin participé en tout cas, à des réunions de réflexion, de comment faire avancer le biblique, etc. Et c'était, ça me prenait beaucoup de temps, donc j'avais pas beaucoup le temps d'être dans d'autres associations parce que j'étais très mobilisée par ça. Et comme le diplôme de l'école n'était pas encore reconnu, et que moi, très concrètement, je me suis dit, c'est quand même embêtant d'avoir un diplôme pas reconnu. Donc, comme j'avais fait propédeutique, j'ai pu faire la licence de psychologie. Et donc, mon souvenir de l'école, c'est de passer mon temps à courir entre la Sorbonne, parce qu'il y avait des cours là, la faculté de sciences de Jussieu et la Cato. Donc, j'avais le sentiment d'être un tourbillon pour assurer l'ensemble. Voilà. Merci. Caroline, une anecdote croustillante? C'est pas dans les questions, désolée. Une anecdote, oui. J'ai deux partages à faire ce soir avec vous. Le premier, c'est plus, ces rendez-vous en fait que j'avais, en fait, que l'on avait avec son parrain ou sa marraine. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un parrain fort impliqué.
et qui, en chaque début d'année, donc très consciencieusement, on faisait une petite réunion, on était plusieurs avec lui, et il nous partageait ce qu'il avait vécu pendant l'année que nous, on allait commencer, les enjeux, je me souviens, les enjeux de l'année, ses conseils, ses retours des expériences, alors aussi les annales corrigées en fait, de tous les partiels de l'année, ça c'était super chouette aussi. Mais ça, je voulais le partager avec vous, en fait, parce que il y avait cette initiation, en fait, au sein des étudiants que j'avais beaucoup apprécié. Et l'autre, qui est aussi pour moi un peu le marqueur de ce qui se lie aussi à Psychoprate ou à l'EPP, c'est en 4e année, j'ai été touchée, en fait, c'était une des camarades de classe avec laquelle j'étais pas forcément le plus proche. En fait, je crois aussi que voilà, on était, voilà, il y a peut-être des petits jeux en fait d'ego, je ne sais quoi, et c'est par elle en fait que j'ai pu découvrir ce qui allait ensuite être pour moi mes premières étapes dans ma vie professionnelle. Elle est venue me voir en fait pour me dire, je sais Caroline que tu t'intéresses au champ de la santé et à la connexion entre le cerveau et le corps, en fait le corps lien esprit. Et elle m'avait parlé en fait d'un auteur et d'une formation très spécifique qui a ensuite été déterminante en fait dans ma formation. Donc voilà, c'était ce clin d'œil là en fait, et je trouvais que c'était la possibilité de pouvoir se rencontrer au-delà en fait de ce qui pouvait se jouer au quotidien en fait tout simplement, et voilà. As-tu une rencontre, une anecdote Oui, justement, une rencontre. En fait, ce qui me fait rire en pensant aux questions à l'avance, etc., c'est que je suis entré à l'EPP en 2009 et en fait, je ne suis jamais vraiment parti. J'ai eu une petite pause d'1 an, mais en dehors de ça, je suis toujours resté en lien à l'EPP, et même sur mes activités extérieures, à proprement parler à l'EPP. Mon associé sur l'association MacLab, c'est mon ancienne prof de psychologie positive à l'EPP. On s'est rencontrés quand j'étais étudiant avec elle. Et puis en revenant du Vietnam, elle me dit si tu as besoin d'aide pour réfléchir à ce que tu vas faire dans la suite, dans tes projets, on peut se faire un café pour discuter de ton parcours professionnel. Et à la fin du café, on lançait une association ensemble. Donc en termes de rencontres, de liens, d'être attaché à l'institution, voilà, et à ce que ça apporte. Je ne sais pas si c'est des anecdotes, mais en tout cas, ce lien fort, même en partant à 13 000 km, on peut être en lien avec l'EPP et même œuvrer à ce qu'elle se développe loin. Donc voilà, je pense que c'est ça que je garde un peu comme rencontre et comme point un peu d'ancrage fort pour je ne sais pas encore combien de temps, mais pour l'instant, d'être lié à l'EPP de manière très forte. Alors Adrien, vous êtes encore passif de conseil de discipline. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous? Oui, alors du coup pour le croustillant on en parlera sans micro, hein, mais sinon des anecdotes, alors faut faire un tri du coup, mais non, pour rester sur le plus sérieux en raison de la menace. Non, moi je retire énormément de choses d'un point de vue amical, professionnel. J'ai pas forcément une anecdote en termes d'une chose vécue un peu pétillante. Après, j'ai beaucoup de rencontres très riches, que ce soit amicales qui deviennent professionnelles, que ce soit j'y ai rencontré aussi ma compagne, donc ça c'est quand même merci le PP. Mais sinon, c'est aussi pour avoir des petites histoires grâce à Psychoprate que j'ai vécu quand même des choses que je trouve importantes. Si je dois en citer que deux rapides, alors c'est en lien avec l'engagement associatif, mais le fait d'avoir pu, pendant mon mandat de président de la junior entreprise, ce qui est tout de même possible, c'est la seule junior entreprise de psychologie d'Europe, c'est dans notre école parce qu'on a un statut différent, qui est particulier et qui est porteur d'engagement de ce type-là, donc c'est quand même en lien avec le format de l'école. J'ai pu profiter d'un accompagnement pour la posture managériale par une coach professionnelle. C'est quelque chose dont j'aurais jamais eu la chance en tant qu'étudiant s'il n'y avait pas ces engagements-là spécifiques associatifs. Et donc ça a été pour moi porteur extrêmement important. Et donc ça me porte encore aujourd'hui dans mon rapport professionnel, dans des organisations de travail, dans des travails d'équipe, etc. C'est des outils qui m'ont été donnés qui seront utiles, je pense, pour
au moins longtemps. Et sinon, deuxième petite chose qui est un peu une fierté aussi et un accomplissement, c'est d'avoir pu, encore dans ce mandat de jeune entrepreneur, d'avoir pu, grâce à une mise en lien de Jacques Arène, pu faire travailler les étudiants de Psychoprate sur la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. Et ça, c'est quelque chose où, du coup, Psychoprate a quand même beaucoup contribué. Et un très grand nombre d'élèves ont travaillé dans cette commission par notre association, mais aussi beaucoup par ce lien qui a pu se faire. Merci, monsieur. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qui a été porteur pour beaucoup d'étudiants, pour moi qui mettais ça en place, mais qui permettait aux étudiants d'être acteurs dans des questions qui sont vraiment d'actualité et qui sont vraiment de la clinique pure et qui sont de la clinique de notre époque. Alors, peut-être pour rester sur la partie associative, du coup, vous pouvez peut-être enchaîner là-dessus en disant, vous avez été, je l'ai dit, dans plusieurs associations. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet engagement associatif ? J'en retire beaucoup de choses, beaucoup de rencontres amicales, notamment dans les associations plus festives au début de mon parcours dans l'école, mais après, c'est des rencontres qui sont maintenant, qui m'ont fait grandir. Je dirais que c'est d'autres compétences à porter que les enseignements. C'est vraiment parallèle, l'un ne remplace pas l'autre. En cours, évidemment, on apprend toutes les connaissances théoriques et pratiques du métier de psychologue et de la posture de psychologue. Et je dirais que les associations m'ont plus apporté des soft skills dont vous parliez tout à l'heure, en termes de communication, de travail d'équipe, en termes des choses qui sont peut-être moins mesurables, mais on va voir qu'il y a des outils, mais qui sont, je pense, des choses qui me porteront dans ma carrière future très efficacement. Et donc, à la fois ces compétences un peu passives, comme on dit, et après des outils concrets, des outils de gestion d'équipe, des outils de suivi de projet, des outils de mise en place d'activités. Donc, entre efficacité professionnelle et rencontres amicales et plus qui sont riches, moi, les associations de cette école font partie des éléments qui, en plus évidemment de sa scolarité très intéressante, sont pour moi extrêmement importantes dans ma construction. Madame Baudreau, je ne sais pas si les associations qui existaient à l'époque. Oui, il y en avait pas vraiment beaucoup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais tellement immergée moi-même dans ce process de statut de psychologue et de reconnaissance du diplôme que j'ai pas fait grand-chose en dehors de cours de judo que mademoiselle Fanchon avait institué, et donc je dois être ceinture quelque chose, mais pas très foncé là, dans le blanc ou dans je sais pas quoi. Mais vous aviez posé une question que je trouvais très intéressante en disant que l'international aujourd'hui était au cœur de l'école. Enfin, voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que à l'époque où j'ai fait mes études, l'international n'existait pas. Il n'y avait pas d'apprentissage de langue étrangère. Ça, c'était à mon avis une grande carence. Aucune organisation évidemment de stage ou même d'échange avec des pays étrangers. Et ça, c'est mon grand regret de ne pas avoir moi-même pris l'initiative, parce que je pense que ça m'a manqué, de m'organiser pour aller mettre le nez un peu... Alors, j'envie beaucoup les étudiants d'aujourd'hui qui ont cette chance d'avoir... Enfin, je ne connais pas le détail, mais vous dites que l'international votre mot, c'est central dans la vie de l'école. Donc, bravo d'avoir fait cette évolution. On a plus de 30% des étudiants qui maintenant partent à l'étranger, que ce soit en stage ou en échange. Et le but, bien sûr, c'est de continuer à faire progresser ce chiffre-là jusqu'à ce que vous passiez tous par la case étranger. Mais du coup, peut-être que alors je rebondis, l'international, Mathieu, forcément, ça vous parle, mais aussi peut-être la vie associative. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de ce que vous avez pu faire si vous étiez dans une association et du coup, l'international, qu'est-ce que ça représente pour vous maintenant ? Oui. J'étais président du BDE pendant ma deuxième année et j'y repensais du coup, et en effet il y a beaucoup d'anecdotes mais non racontables, et notamment des relations assez tendues avec les voisins, parce qu'on avait les droits de faire les soirées au sous-sol de l'EPP à Lyon, et les sorties de soirée étaient parfois complexes, et notamment des bombes à eau régulières de la part des voisins. Ça continue. Ça continue ? Bon, ça fait plaisir, les traditions sont respectées. Et ensuite, sur l'international, évidemment, je suis particulièrement sensible à la question. Je trouve que peut-être que
l'EPP était déjà en train de développer l'international depuis quelques temps quand j'étais étudiant. Hein. J'ai pu en profiter de manière forte pendant mes stages, ensuite en étant volontaire. Et peut-être maintenant avec un regard diplômé et de pratique, je pense que ce pourquoi je crois dans l'international en tant que psychologue, même si on peut souvent se poser la question, c'est marrant, on m'a posé la question encore tout à l'heure, de la pratique du psychologue dans une culture étrangère, etc., c'est que je suis convaincu que dans le monde dans lequel on est et qui évolue tel qu'il est, travailler avec des personnes d'une autre culture, ce sera évident tout le temps. Et quand bien même on aurait l'impression de travailler avec des personnes de notre culture, en fait, je suis convaincu que la posture qu'on a avec un patient, qu'on a l'impression qu'on est censé moins comprendre pour une raison ou pour une autre, devrait être celle qu'on a avec n'importe quelle personne. Parce que de cette manière-là, on s'ouvre complètement à la rencontre, on part avec le moins d'a priori possible en quelque sorte, et on se force à vraiment comprendre, ou on se force à permettre à la personne d'expliquer réellement ce qu'est sa réalité à elle. Donc je suis convaincu que toute expérience internationale, toute expérience interculturelle est vraiment l'occasion d'être un meilleur psychologue derrière, au-delà de toutes les expériences évidemment de vie qu'on peut vivre dans les différents endroits où on peut partir quand on est étudiant à l'EPP, mais voilà, je suis vraiment convaincu que ça permet d'être un meilleur psychologue, quel que soit ce qu'on fasse à l'étranger, un stage, un cursus d'études, etc. Mais voilà, c'est à encourager au maximum, même si je comprends que par moments on s'interroge, la question de la langue, voilà, mais améliorez-vous en anglais, travaillez avec interprète, et ça permet de découvrir plein de choses à l'étranger. Caroline, est-ce que vous êtes, pour vous, l'international et aussi la vie associative, on va du coup mélanger les deux questions. Qu'est-ce que vous nous pouvez en dire? Alors, moi, je suis rentrée à Psychoprate pour partir à l'international. Et finalement, je n'y suis pas allée tout simplement parce que en dernière année, justement, j'avais considéré très sérieusement en fait à pouvoir travailler à l'hôpital général. Et donc, j'ai mené un mémoire thèse assez conséquent. Et donc, j'ai pris la carte en fait de la sécurité en restant à Paris dans un service voilà, assez de pointe de ce côté-là pour pouvoir ensuite travailler ensuite. Je l'ai souvent regretté voilà, mais ensuite l'international m'a rejoint après. Et pour les associations, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, dans les années 2000. Par contre, j'avais tenté avec la course croisière EDEC, il y avait un petit élan qui n'est jamais parti. Et j'ai rejoint par contre une association avec donc l'ISEP, l'école d'en face d'ingénieurs, Fleur de Bitume, pour donc très régulièrement passer une soirée, échanger en fait avec les sans-abri, et ça c'était un grand moment en fait de partage, voilà, tous ensemble. Et par contre, je me suis un peu rattrapée après quand j'ai commencé à travailler, puisque j'ai pu donc coordonner un projet de façon bénévole en fait pour l'association des anciens, donc WIPSI, qui est la plateforme qui référence les psychologues de Psychoprate. Ça a été hyper enrichissant en fait, parce que c'était la rencontre en fait de plein de parcours atypiques. En France, à l'international, en fait, et de pouvoir les rassembler sur un endroit voilà, virtuel, somme toute. Et ça a été l'occasion de pouvoir travailler en mode projet avec d'autres personnes de différentes promos, différentes spécialités. Et voilà. Alors, la course croisière continue, puisque les étudiantes ont gagné un trophée dans leur catégorie cette année. Donc, bravo à elles. Alors, en même temps, ils avaient un skipper professionnel pour les aider, donc ça aide. Et on a maintenant une Manipsy qui fait des maraudes, donc on n'a plus besoin de passer par l'ISEP pour vivre ça. Alors, pour terminer, peut-être, quel conseil vous donneriez à Adrien pour à la fois présent à vos côtés, à la fois, et puis aussi aux étudiants qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent en direct, quel conseil vous lui donneriez ? Alors, en ce qui concerne la clinique, je n'ai pas de conseils à donner parce que je suis ignorante de beaucoup de choses et n'ayant plus de contact avec cet univers. En revanche, pour ceux qui souhaiteraient faire carrière en entreprise, je parlerai, et bravo pour l'école d'avoir réussi ça, il y a un maître mot international, vraiment.
C'est-à-dire, là, je pars des besoins exprimés par les entreprises en termes de fonctions, etc. Et c'est vraiment au cœur, c'est devenu indispensable. Donc, mettez le paquet si vous voulez faire carrière dans l'entreprise. Caroline? Adrien, je vois Sacha, Clara, qui sont d'autres aussi des étudiants avec lesquels j'ai pu travailler pour WIPSI. Ça a été une des grandes richesses. Pour moi, oui, l'international, bien sûr, mais je pense que vous le savez déjà, probablement. Moi, je reste convaincue en fait que la psychologie déploie vraiment ses meilleurs fruits en fait quand elle sort de son domaine et quand elle s'allie à d'autres domaines, quand elle s'implante, s'intègre à des secteurs qui n'a pas l'habitude de l'accueillir. Donc, allez vers cela, prenez votre place. Parce que vous avez une place à prendre et c'est tout le meilleur que je puisse vous conseiller, c'est de pouvoir prendre cette place à la table en fait où les décisions se prennent. Voilà. Mathieu? Le premier conseil que j'avais en tête, c'était de vraiment s'appuyer, exploiter au maximum le réseau des anciens autant que vous le pouvez. Et notamment en creusant, c'est-à-dire en allant voir ce que font les anciens et vraiment en ciblant, en allant frapper à la porte de l'activité qui vous semble correspondre à ce qui vous intéresse là tout de suite maintenant, et de vraiment ne pas hésiter à creuser au maximum, parce que peut-être qu'il y aura quelques portes fermées, mais il y aura aussi des portes ouvertes et très ouvertes qui en ouvriront d'autres. Donc fouillez au maximum là-dessus, je pense que ça peut être pour vous un bon conseil. Et puis le deuxième, mais plutôt qu'il y ait une projection, c'est que je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que sera la profession de psychologue dans plusieurs années. Et donc, je pense garder l'esprit ouvert et la capacité d'être créatif. Parce que voilà, la profession telle qu'elle existe aujourd'hui, la profession telle qu'on nous l'a enseignée et la profession telle qu'elle existera dans le futur est probablement difficile à définir. Donc, il faut être capable d'imaginer des nouvelles choses, de proposer. Peut-être que des choses ne marcheront pas et d'autres marcheront, mais voilà, ne pas hésiter à tester. Je note. Merci à vous. On peut les applaudir.